Et justement, c'est ce que je vous propose d'explorer avec nos prochains intervenants au cours d'une table ronde que nous avons décidé d'intituler « Du stack applicatif à la gestion des ressources humaines, le cocktail homme-machine gagnant de vos projets de développement ». Et donc j'invite maintenant à me rejoindre sur scène donc, nos prochains invités, Clémentine, Thibaut, Pierre-Michel et Jules, pour animer la table ronde. Donc, je vous présente Jules Pérignon, qui est Corporate Sales Manager chez HubSpot et qui va avoir la lourde mission d'animer les débats. Je te laisse la place. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'animer cette table ronde et ravi de vous accueillir, mes invités. Aujourd'hui, on va parler d'un enjeu clé qui concerne les entreprises en transformation, à savoir l'appréhension, l'adoption et le pilotage d'un projet SalesTech. Alors, un projet SalesTech, c'est quoi ? C'est pas juste un nouvel outil. Ça va être une transformation profonde qui va toucher l'architecture IT de votre entreprise, également vos processus commerciaux, et puis bien sûr l'adoption par les équipes. Alors l'enjeu c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, on ne va pas essayer de chercher à comprendre si uniquement une solution est intégrée, mais ça va être également de s'assurer qu'elle puisse être bien utilisée et bien pilotée efficacement. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais me rapprocher de mes invités, puis on va faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Peut-être commencer par toi, Clémentine. Oui, ça marche. Honneur aux femmes. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jules. Enchantée, Clémentine Tilliard. Donc moi, je suis directrice commerciale de LinkedIn for Sales. Je gère les clients Enterprise. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Thibaut Riolin, CEO et cofondateur de Human Linker, solution de prospection personnalisée guidée par l'IA, et très heureux d'être là. Participer à cette table ronde. Voilà. Bonjour, Pierre-Michel Couturier, cofondateur et CEO de Dreamcatcher Sales, agence spécialisée en business développement B2B dans le secteur tech et digital. On fait du conseil, de la formation, du coaching et du recrutement pour les équipes Sales et CSM. Magnifique, bienvenue à vous. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On sait, on l'a vu avec Virginie et Ludovic, le parcours client est en pleine évolution avec des attentes des acheteurs B2B qui rendent la tâche des commerciaux bien plus complexe. On a moins de 10 d'entrants, on a des points de contact qui passent de 5 à 14, et en plus ils veulent être anonymes. Donc si je comprends bien, il faut faire plus avec moins. Puis en plus, côté de l'entreprise, on a un peu plus de pression pour essayer d'avoir des résultats. Donc la réponse, elle va être simple. On va essayer d'y répondre avec le côté technique pour s'assurer qu'on a les bons outils. Et puis aussi d'un point de vue organisationnel, avec les bons process, des enjeux RH bien cadrés. Et puis le CRM, qui va être l'élément clé, qui va être le va-tout, si je peux me permettre l'expression, va être la colonne vertébrale de votre performance commerciale. Et puis comme on en parle beaucoup, il y a l'intelligence artificielle qui va jouer un rôle clé et qui change la donne aussi. Donc peut-être pour commencer, pour ouvrir le bal sur cette thématique de l'intelligence artificielle, on va peut-être partir sur cette thématique avec Thibaut. Je te pose une petite question. Allez. Pour peut-être nous dire comment et par quel mécanisme, selon toi, l'intelligence artificielle change la donne pour automatiser les processus commerciaux. Yes. Je pense déjà c'est intéressant de faire un peu un retour en arrière et se dire qu'il y a une dizaine d'années, on avait tous un rôle en tant que commercial par exemple, où on avait énormément de tâches chronophages à opérer. On devait identifier les leads potentiels, trouver leurs coordonnées. Alors, moi, j'allais par exemple dans les mentions légales des sites internet pour essayer de retrouver les emails. Il fallait ensuite s'intéresser à eux, trouver de la data, etc. C'était hyper chronophage. Moi, j'ai toujours eu un rôle d'ailleurs, avant de créer Human Linker, toujours de commercial full stack. Donc ça, on va en reparler aussi tout à l'heure. Et donc, en fait, c'était forcément assez complexe à opérer au quotidien. Donc on a eu un premier niveau d'automatisation de la prospection, notamment il y a, je dirais maintenant, à peu près 6-7 ans. La grosse complexité, c'était le fait d'être en capacité d'automatiser la personnalisation notamment. Donc on parlait de cette première révolution avec l'IA. On parlait de la difficulté tout à l'heure de générer des leads. Nous, le premier challenge en tout cas auquel on répond aujourd'hui avec Human Linker, c'est
la capacité d'automatiser la prospection personnalisée. Et ça, c'est un gros sujet. Globalement, tout le monde a essayé de le faire dans les dernières années, notamment manuellement. Et ça a été assez complexe. Grâce aujourd'hui au big data et à l'IA générative, ça devient possible. Et donc là, on va rentrer dans deux sujets clés. À la fois le premier sujet sur l'identification des clients potentiels. Déjà, ce premier sujet-là, il est crucial parce que si on adresse les mauvais comptes, là, on a un gros souci. Donc, il y a des enjeux, je pense que vous l'entendez, de travailler sur du lookalike, par exemple. Donc là, regardez notamment dans le CRM HubSpot qui sont les clients idéaux, quels sont leurs critères, à les retrouver grâce notamment à des outils comme LinkedIn, les meilleurs comptes aussi. Donc ça, c'est un premier gros travail. Je pense que tous les leaders commerciaux qui sont certainement ici ont déjà eu des problématiques à construire des territoires clairs pour leurs équipes, identifier les comptes. Aujourd'hui, voilà, il existe des solutions pour automatiser de manière intelligente la recherche de nouveaux clients potentiels. Et après, le deuxième sujet, c'est bien entendu la personnalisation et le fait de rentrer en relation. Pendant très longtemps, on s'est heurté à des messages assez plats, assez basiques que tous les décideurs recevaient. Et grâce à la donnée et à l'IA générative, on peut opérer à grande échelle cette personnalisation, sachant qu'il y a à peu près 72% des décideurs aujourd'hui qui sont déçus des prises de contact qu'ils reçoivent en fait des dirigeants. Donc c'est pas étonnant. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros enjeu à la fois pour les équipes commerciales. L'IA, elle transforme aussi, j'ai envie de dire, Virginie en parlait tout à l'heure, sur la manière de fonctionner des décideurs aussi. Ils peuvent l'utiliser pour mieux comprendre, mieux benchmarker des solutions par exemple, arriver à mieux comprendre leur marché aussi. Donc c'est une grosse révolution que nous on suit vraiment de près. On pourra entrer dans le détail. Ok, intéressant. Et toi, Clémentine, tu portes quel regard sur ce paysage en transformation ? Ouais, je pense que Virginie a présenté des chiffres qui montrent la complexification du marché. On a un contexte économique qui est hyper challengé. En France, on n'a quand même pas de budget, donc les entreprises ne savent pas qu'est-ce qu'elles vont payer comme fiscalité à la fin de l'année, un peu compliqué. Donc, enfin voilà, tu vois, tu as aussi vraiment beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas de décision. Il y a ce phénomène, nous on parle de FOMU, Fear of Messing Up. C'est plus messing up, j'ai peur de faire n'importe quoi. C'est peut-être pour ça qu'on met 11 décideurs en moyenne dans chacune des décisions. Et on s'est tous rendu compte dans les processus, dans les ventes qu'on a eues récemment, qu'il y avait des nouveaux acteurs qui apparaissaient, que ça devait se clore à telle date. Finalement, on s'est décalé de 3 semaines, de 1 mois, etc. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent encore. Enfin bref, les thresholds, les paliers d'investissement ont changé, les signatures ont changé. Et on s'en rend compte en avançant, en fait. Parce que même les interlocuteurs, nos champions dans les entreprises, ils ne le savent pas. Donc face à ça, on a la réponse, effectivement, d'un tech stack, mais aujourd'hui, les directeurs commerciaux, ils trouvent que... il y en a 1 sur 3 qui trouvent que c'est quand même beaucoup trop complexe. Donc je ne sais pas si dans la salle, vous trouvez que c'est hyper simple le paysage du tech stack. Je veux bien faire un petit sondage pour vous réveiller. Post Café, levez la main si vous trouvez ça hyper simple. Bon, je crois qu'on est un peu au-dessus, tu vois. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait maintenant concrètement avec tous ces outils pour améliorer le business, parce que c'est quand même la finalité, sans perdre en qualité, parce qu'on a parlé d'automatisation, et je pense que ce qu'on avait en automatisation auparavant, c'était vraiment... moi j'ai vendu de la bombe à canon, du canon à email, hein. Donc tu vois, je viens du CRM B2C, donc je sais de quoi je parle, c'est du spam. Et donc comment faire de la qualité, en engageant les bonnes personnes, donc il faut les trouver, après ça, donc c'est effectivement notre proposition de valeur sur Sales Navigator, c'est d'identifier les bonnes personnes, d'identifier tous les influenceurs dans un comité de décision, d'identifier les alliés cachés qu'on peut avoir, d'avoir des alertes automatisées pour gagner du temps aussi dans la priorisation. On sait par exemple que quand on a un nouveau décideur qui arrive dans une entreprise, il va vouloir changer les choses dans les 100 premiers jours, donc c'est quelque chose à prioriser. Voilà, des exemples comme ça, on en a plein. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle permet aussi, là où l'évolution est hyper intéressante, c'est qu'elle extrait de la data, mais de façon plus en plus personnalisée. Donc en fonction de qui vous êtes, de ce que vous vendez, de la personne avec laquelle vous interagissez, de sa société, vous allez avoir des pistes.
Maintenant, ça n'empêche pas que le commercial, on attend de lui de savoir pitcher, démontrer, d'avoir une bonne capacité relationnelle. Et la décision, elle est uniquement, la décision finale, elle n'est pas faite sur des éléments objectifs. Elle est complètement subjective. Et puis d'avoir du leadership, une capacité de jugement, une capacité de critique aussi sur toute cette data qui est produite par l'IA. Mais Pierre-Michel, toi, merci Clémentine, là il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses, beaucoup de solutions, beaucoup d'outils, donc pas mal d'opportunités pour les commerciaux, mais concrètement ça change quoi? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Ok, alors s'il faut faire le lien avec effectivement l'alignement Sales Stack humain-machine, il faut repartir d'un constat qui est très opérationnel. Et on est dans le bon timing aujourd'hui pour en parler. Dans le sens où entre 2022 et 2024, il s'est passé énormément de choses pour nos organisations commerciales, dû à 2 changements de paradigme dont il est important effectivement de parler pour mieux choisir après sa Sales Stack et l'intégrer aux différentes équipes. Premier changement de paradigme depuis fin 2022, qui est le manque de liquidité des entreprises à se financer, donc un besoin de rentabilité des entreprises beaucoup plus forte, alors qu'avant on était sur une stratégie de croissance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que aujourd'hui il va falloir aller créer le budget auprès des décisionnaires, parce que les entreprises n'ont pas le budget. Donc ça, c'est un changement de paradigme qui est important pour ces 7-8 dernières années, mais pour ceux qui sont de plus anciennes générations, ils ont déjà l'habitude de travailler avec ce paradigme. Mais de manière très concrète, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ça a eu comme conséquence que ces 5-6 dernières années, il y a eu une très forte spécialisation des équipes de vente. Donc on a eu, et on a promu cette spécialisation des équipes de vente, on a mis en place des SDR, des BDR, des avant-ventes, des account exécutives, des CSM, des CAM. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour aller closer 3-4 cas de MRR ou un panier moyen d'ARR à 30, 40, 50 cas sur un client, on se retrouve à avoir 4, 5, 6 ETP, 4 à 5, 6 interlocuteurs différents pour aller effectivement closer un deal. Donc on se retrouve avec un CAC, un coût d'acquisition effectivement qui explose. Donc, premier paradigme, aujourd'hui, cette organisation commerciale ne correspond plus effectivement aux besoins de nos entreprises et de nos entreprises aussi qui sont clientes, pour un deuxième paradigme qui aujourd'hui, la Sales Tech, effectivement, permet de la multiprospection à grande échelle, mais qui crée aussi des blocages psychologiques. Il y a 4-5 ans, il y avait déjà des outils de diffusion, de multidiffusion effectivement d'emails. Et quand ça reprenait, vous savez, le titre et le prénom, on avait l'impression que ça a été envoyé de manière personnelle. Bonjour Pierre-Michel, est-ce que tu serais intéressé par? On trouvait ça incroyable aujourd'hui. Donc il y a un dumping technologique. Donc l'IA va nous permettre effectivement de réavoir effectivement ces nouvelles brèches dans lesquelles prospecter. Mais néanmoins, il faut bien évidemment que ça soit lié par un humain. Donc tout ce grand monologue d'introduction pour dire quoi? Pour dire effectivement qu'on va aller vers ce BizDev full stack, donc ce sujet aujourd'hui qui commence à nous animer, qui est de dire en fait notre interlocuteur, on vend une solution à CRH, à une cible DRH, la personne n'a pas la charge mentale d'avoir 4, 5, 6 interlocuteurs différents avant de réussir à signer un deal. Et ça coûte trop cher aussi derrière à vous, entreprise, pour pouvoir vendre votre produit. Donc il est essentiel aujourd'hui que le sales reprenne en main l'intégralité du cycle de vente. Or, aujourd'hui, dans un marché extrêmement concurrentiel, ça n'a jamais été aussi facile de créer une boîte, et on est en concurrence aujourd'hui à l'échelle internationale directement lorsqu'on lance sa boîte ou lorsqu'on est déjà une société bien établie. Ce qui veut dire que le sales a des objectifs forts à faire, mais par contre, qui doit savoir gérer la cartographie de son marché, de la relance client, le closing, parfois l'admin, parfois la relance effectivement de facturation. Et donc, tous ces outils qui sont mis en place, comme LinkedIn, comme NewMaker, comme HubSpot, sont essentiels aujourd'hui pour permettre à ce sales augmenté de pouvoir tenir ses objectifs, parce que le sales est indispensable. Et dernier élément aussi à prendre en compte sur cette thématique, qui est que sur comment choisir sa sales stack. Ce que disait Ludovic, moi je trouve ça très juste, et ce qui a été pour moi une des raisons de churn de 2023 de beaucoup d'outils SaaS, c'est que si votre sales ouvre, lorsqu'il commence sa journée, ouvre plus de 3 onglets, c'est qu'il y a un problème dans sa sales stack.
C'est-à-dire que s'il ouvre son LinkedIn, son Slack, son Wallaxy, son Notion, son Casper, je vais arrêter là pour éviter de faire du name dropping, on s'est rendu compte en 2023, moi mes sales, ils ouvraient 7 onglets avant de commencer la journée. 7 onglets, c'est 7 endroits où on met de la data différente. Je ne vous dis pas la perte de temps intégrale. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des outils comme par exemple un CRM dans lequel HubSpot, dans lequel va être plugué Human Linker, LinkedIn, et qui va être le hub pour que le sales ait vraiment son IA, son assistant. En fait, l'intelligence artificielle redevient l'assistant de ce qu'était effectivement au sales il y a peut-être une dizaine d'années. Peut-être pour compléter, il y a un chiffre qui est assez parlant, qui était les 68% du temps de travail des commerciaux passés sur des tâches réellement liées à la vente, donc en rendez-vous, à closer des deals. Donc sans outils commerciaux aujourd'hui autour pour amplifier son action, ça devient vraiment très compliqué d'atteindre les objectifs, sachant que les décideurs aussi ont envie de aussi construire une relation unique avec le commercial. Donc voilà, donc il faut vraiment, je pense, se poser les bonnes questions sur les choix. Je crois que le chiffre, c'est 68% du temps est passé sur des tâches non commerciales. Ouais, c'est ça. Non directement liées à la vente. En fait, voilà. Ça. Et encore, quand tu parles des tâches liées à la vente, c'est pas être devant ton client. C'est ça, exactement. Donc on parle c'est de l'administratif. renseigner le CRM, on ouais. parle de l'administratif, de faire des tickets. Donc il faut arriver justement à gommer toutes ces tâches. C'est aussi pour ça que on co-organise cet événement aujourd'hui pour mettre en lumière aussi certaines belles solutions technologiques françaises d'ailleurs, en partie. Et même s'il y a des très belles technologies américaines, notamment HubSpot, LinkedIn ou Seismic aussi. Mais il y a plein de belles boîtes françaises. Et voilà, c'est intéressant d'arriver à comprendre comment on peut gagner du temps, etc. Donc vous allez avoir de quoi faire. On sent le côté chauvin, Thibaut. Ouais, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de décideurs, en tout cas, qui ont aussi à cœur de pouvoir travailler avec certaines technologies françaises, même si aujourd'hui, dans le monde du CRM ou les réseaux sociaux, c'est plutôt les Américains qui font la différence. D'autres choses à ajouter, Clémentine Non, je rebondis pas du tout sur le côté acteur américain, parce que c'est vrai, bien qu'on soit implanté en France, mais après, tu vois, c'est aussi d'où provient ta data, hein. De toute façon, ton IA, d'où provient ta data et quels sont tes modèles d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, voilà, donc c'est vrai que chez LinkedIn, on a la chance d'avoir de la data first party, et ce sont bien des Français qui sont dessus, non pas des petits Indiens qui... Mais après, ouais, peut-être pour compléter, je pense qu'il y a aussi la grande question, et Ludovic en parlait tout à l'heure, sur le rôle autopilote versus copilote notamment. En tout cas, moi, ma vision aujourd'hui, je pense que ça va rester en tant que copilote pendant encore longtemps. Nous, ce qu'on observe, c'est que en tout cas, les équipes commerciales ont envie d'utiliser l'IA. Elles ont envie d'apprendre aussi comment bien l'utiliser. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure aussi sur l'utilisation d'outils pré-packagés, mais il y a vraiment une transition à faire. Il faut arriver à embarquer aussi les équipes. Donc voilà, c'est un très gros sujet. En tout cas, nous, on pense que l'IA ne va pas remplacer les commerciaux avant un moment. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer, en tout cas selon moi, sur là où on crée le plus de valeur. C'est aller dans des événements, aller au resto avec ses clients, enfin vraiment passer des moments aussi uniques avec eux, puisque c'est vrai qu'il y a une bonne partie du cycle de vente qui va pouvoir être automatisé. Je suis assez d'accord avec la statistique d'ailleurs de Virginie sur le e-commerce B2B. On pourra en reparler tout à l'heure, mais nous, on a tout un volet, je pense comme LinkedIn aussi, de vente en automatique, en self-service. On voit que d'ailleurs, les deux modes de fonctionnement sont complémentaires. Et donc ça, c'est un gros sujet. Et je pense qu'il y a bon nombre d'entreprises qui vont aussi s'adapter sur ces nouveaux modes de commercialisation. On parle pas mal d'outils français ou américains, mais pour que tous ces outils prennent leur pleine mesure, il y a toujours le quid de l'adoption. Est-ce que finalement c'est facile à mettre en place ? Comment est-ce que vous y prenez ? Écoute, moi j'aimerais tout de suite désacraliser ce sujet. Soit tu es digital native, on te met un outil SaaS entre les mains, c'est assez facile à utiliser. Soit tu es de ma génération, j'ai 37 piges, j'ai eu Internet, j'avais 12-13 ans, c'est assez facile. Et la génération encore d'avant, moi quand j'ai commencé et que j'ai fait un peu de sales au début de ma carrière, et j'avais un DIRCO au-dessus de moi, il devait jongler avec des fichiers Excel. Je vais dire mon pote pour parler à l'ancienne. Il avait 3500 lignes, il faisait des recherches V dans tous les sens, des formules Excel d'une difficulté incroyable.
Donc en fait, l'outil SaaS rend extrêmement simple l'utilisation effectivement de l'intelligence artificielle. Ouais, mais quand tu n'es pas digital native, comment tu fais pour les aider justement à embarquer Ça se fait très simple. Et je pense que le risque n'est pas dans... Alors le discours est peut-être à contre-courant, hein, le risque n'est pas du tout l'utilisation par des profils seniors de l'intelligence artificielle, mais bien évidemment, mais plutôt, je dis bien évidemment pour moi, mais l'utilisation effectivement de l'intelligence artificielle par les juniors, qui n'en a pas marre effectivement de recevoir aujourd'hui des messages qui vous dit Pierre-Michel, en tant que chef d'entreprise, où vous avez sûrement été confronté à tel type et tel type de situation. Voilà, on y sourit tous. Donc c'est des outils qui sont extrêmement puissants, mais par contre, il faut avoir des formations pour les profils juniors ou pouvoir confirmer pour savoir les utiliser à bon escient dans le cadre de créer une relation intuitive personnelle et de bien comprendre dans quel écosystème il se trouve, quelle méthodologie de vente il est pour bien faire corréler les outils à la situation marché. Et aujourd'hui, la situation marché est d'autant plus intéressante qu'on est encore en transformation par les transformations de paradigme marché, mais on est aussi dans une transformation de la méthode de vente où on passe d'une méthode de vente consultative selling, qui est comment je réponds à une problématique de l'entreprise, à une problématique de soft selling, c'est-à-dire comment je réponds à une problématique de l'humain qui est en face de moi, qui rencontre une problématique parce que son entreprise a une problématique. Et donc ça, c'est de la relation humaine qui le permet, donc l'humain, pour rebondir sur la photo que tu as mise en place. Et donc, on peut pas utiliser, donc il faut faire attention à ne pas utiliser l'IA à mauvais escient. Et dernière chose aussi, puisque vous parliez beaucoup de la data, il faut faire aussi très attention. Toute la data ne sert pas à grand-chose, elle prend un temps de dingue à analyser. Et dans ce nouveau écosystème de soft selling, la data qui est importante, c'est celle de la personne qui est en face, puisqu'on se rend compte qu'on vend de plus en plus aux décisionnaires lorsqu'il change d'entreprise, parce qu'il apporte avec lui ses fournisseurs. Donc la connaissance client est d'autant plus importante que la connaissance du décisionnaire qui change d'entreprise et qui rencontre finalement toujours les mêmes problématiques, parce qu'on aura généralement toujours des mêmes choses et donc on achète toujours les mêmes offres de produits et services. Intéressant. Peut-être pour compléter sur le sujet de l'adoption, ma vision aujourd'hui, c'est que tout le monde ne deviendra pas expert de prompt engineering. Ça, c'est un premier sujet, d'où l'intérêt d'utiliser notamment des solutions pré-packagées. Après, pour l'avoir vécu, donc nous, on a commercialisé Human Linker à différents types de boîtes, des boîtes des fois un petit peu très old school. Et en fait, on voit que c'est souvent une histoire de mindset aussi des utilisateurs. Donc certaines personnes, et là je vais prendre deux exemples. Moi, j'ai déjà eu des réfractaires à l'utilisation du Human Linker, des gens de 30 ans, alors que des personnes de 60 ans trouvaient ça extraordinaire. Parce qu'ils disaient, mais en fait, c'est fou. Vous faites ce que j'ai fait pendant 40 ans, vous le faites en 30 secondes. Intéressant. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de mindset de personnes. Voilà, des personnes qui vont dire ah non mais c'est terrible, ça transforme notre job. Mais déjà des fois des gens qui viennent juste de rentrer dans la vie active aussi. Alors que pour moi il faut arriver à comprendre que c'est juste l'évolution du job. Il faut se dire ok en fait peut-être qu'il y a 5-6 ans on se formait à faire du cold call. Peut-être qu'on en fera peut-être petit à petit de moins en moins. Parce qu'il y aura d'autres solutions pour rencontrer les prospects, etc. Donc je pense que c'est l'évolution classique aussi du job, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thibaut. Et en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui sont réfractaires à tout changement, hein, ça c'est sûr. Après, l'IA, elle l'est dans les entreprises. Nous, on a un State of Work qui paraît tous les ans. Il y a 75% des gens d'entreprise qui utilisent une IA. Maintenant, tu as un rôle en tant que leader commercial. Tu as un rôle d'aligner ton stack sales à tes objectifs. Tu as un rôle, il ne suffit pas de mettre à disponibilité un outil. Il faut apprendre aux gens à s'en servir. Il faut voir quels sont les cas d'usage qu'ils peuvent utiliser, quel ROI ils peuvent en retirer. Il faut les aider. En fait, on a vraiment des rôles aujourd'hui de change management. Donc, on doit expliquer le pourquoi. On doit réexpliquer le pourquoi. Enfin, tu connais le change management. Mais vraiment, du coup, mettre en place des KPIs d'utilisation, les suivre, être suffisamment agile pour les changer, regarder ce qui fonctionne chez les personnes chez qui ça prend bien, donc les early adopters, et le répliquer sur la masse. Enfin, vraiment, je pense que c'est hyper important. Et c'est hyper important aussi d'avoir la puissance de l'outil pour soi, enfin pour toute l'entreprise, quoi, d'avoir ça qui soit stratégique, dans les piliers stratégiques et aligné, quoi. Je pense que c'est notamment la différence entre la vente
en e-commerce B2B où c'est juste l'achat de licence et de créer un projet aussi de transformation. Nous, c'est ce qu'on voit, c'est deux modes de commercialisation très différents. Il y a des directeurs commerciaux qui veulent absolument en fait, des formations pour les équipes, des points réguliers, etc. Il y a des personnes qui ne veulent pas ça, qui veulent juste acheter quelques licences sur une technologie sans trop de paramétrage et autres. Et du coup, potentiellement, il peut y avoir en effet des gens qui peuvent être déçus ou autres. Sauf que voilà, on est vraiment dans une grosse révolution et je pense qu'il faut vraiment l'accompagner. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des commerciaux qui vont parler avec des décideurs pour arriver à comprendre comment il faut les accompagner, quels sont les différents types de sales dans les équipes, etc. Donc, Thibaut, tu parlais accompagnement, Clémentine, tu parlais de change management. Donc, j'imagine que le manager a un rôle important à jouer. Donc, est-ce que c'est dans le choix de la solution, est-ce que c'est lui qui doit imposer un cadre ou est-ce qu'il doit rester à l'écoute de ses équipes c'est quoi votre vision là-dessus? Alors nous, une jeune start-up, on est une quinzaine de personnes, mais globalement, en 2023, quand on a commencé à commercialiser une première partie de notre solution, on n'avait pas de partie en self-service. Donc en fait, on parlait directement aux dirigeants commerciaux et du coup, ils nous écoutaient, potentiellement ils allaient acheter notre solution et bien souvent, et je pense que ça a été d'ailleurs une de mes erreurs aussi à certains moments, ils n'embarquaient pas suffisamment tôt leurs équipes dans le processus. Et ça nous a joué des tours. Ça a pu créer aussi de l'attrition sur des deals au début de l'aventure. Et en fait, en janvier 2023, on a décidé de créer une partie de notre produit disponible en self-service parce qu'on avait de plus en plus de directeurs commerciaux qui nous disaient « mes utilisateurs veulent tester une partie du produit. Ils veulent toucher, ils veulent voir ». Et en fait, on a suivi aussi les best practices de certaines belles boîtes du marché qui proposaient ce mode de fonctionnement-là. Et en fait, ça nous permet d'avoir une stratégie qui est un peu double, où on a à la fois, je prends un exemple, on va avoir, imaginons une organisation commerciale qui a 50 sales, on a le directeur commercial, mais on a les utilisateurs finaux, et on va être capable, notamment via des systèmes qu'on a construits, d'analyser les sign-up, donc les créations de comptes des différentes personnes de l'équipe, mais aussi on va solliciter le directeur commercial, faire tourner de l'ADS LinkedIn, par exemple, sur les décideurs basés sur la donnée du CRM HubSpot, etc., par exemple. Et en fait, c'est cette stratégie aussi un peu en tenaille qui est vertueuse et qui permet derrière d'avoir une meilleure adoption de la solution parce que les utilisateurs, c'est eux qui poussent. Et on a eu pas mal de deals aussi qui se sont concrétisés comme ça parce qu'on a, dans la même journée, 10 personnes qui créent un compte. Et en fait, derrière, quand on rentre en relation avec le directeur commercial, oui, on m'en a parlé récemment, tout le monde m'en parle en ce moment dans l'équipe, etc. Et ça crée un deal qui est beaucoup plus solide sur la durée. Ouais, je pense que tu as effectivement du bottom-up, du top-down. Moi, je crois, c'est mon opinion personnelle, je crois plus au top-down, mais pas de façon hiérarchique, horrible, etc. Mais parce que, tu vois, pour l'inscrire dans la durée, en fait, parce que ça doit être un programme. Et puis, Pierre-Michel, toi, tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait 7 onglets ouverts chez tes sales à un moment. Je crois aussi beaucoup au fait que ce soit décidé quand même au niveau corporate pour que ce soit de plus en plus intégré. Et ça, c'est quand même la grande différence qu'on voit. C'est qu'aujourd'hui, Sales Navigator, Human Linker, ils sont complètement intégrés dans ton CRM HubSpot. Donc, du coup, tu peux toutes les tâches hyper chronophages du genre rentrer sa data dans le CRM, c'est génial, hein, on l'a tous fait, mais si on peut le faire automatiquement depuis le petit bouton Sales Nav, c'est quand même dans HubSpot, c'est quand même vachement plus sympa. En plus, c'est beaucoup plus up-to-date, hein, la donnée elle est actualisée, la donnée elle est aussi beaucoup plus transparente, quoi. On a le droit de s'en servir, en fait, entre guillemets, alors que c'est pas toujours le cas dans les trucs qui traînent dans les CRM malgré les refreshs. On peut partager, c'est un énorme outil de collaboration aussi. Donc il faut que tout ça soit vraiment une stratégie quand même de collaboration intrinsèque à l'organisation commerciale, au moins là, parce qu'on parle que de l'organisation commerciale, mais au business de la boîte, quoi. C'est clair, et je pense que de toute manière, les solutions sales tech de base, si elles ne sont pas connectées au CRM, elles sont quoi qu'il arrive moins puissantes, parce qu'elles ne sont pas nourries de la donnée du CRM, de l'historique des conversations, etc. C'est notre d'ailleurs enjeu de transformation sur la sécurisation des données, etc. Nous, on vient juste de sortir de l'accélérateur IA de Microsoft, justement, où on a appris à travailler aussi avec de la donnée ultra sécurisée qui provient du CRM. Et en fait, ça permet de travailler sur des use cases beaucoup plus complets que juste créer un compte sur une personne. C'est bien pour le début, c'est-à-dire que justement, nous, on se bat par rapport à ça. C'est s'il y a
s'il y a des commerciaux d'une organisation qui est trop grosse et où le CRM ne pourra pas être connecté, c'est le rôle des systèmes qu'on a construits où vite, au contraire, il faut aller voir les équipes parce que sinon, en fait, ça sera décorrélé de la réalité de si c'est connecté au CRM HubSpot, à LinkedIn, etc. par exemple, quoi. Voilà. Je vois. Pierre-Michel, tu as peut-être un truc à ajouter ? Non, moi je suis aligné effectivement avec ce qu'ils disent, en modulant quand même un peu leurs propos pour parler poliment. J'aurais une question pour la gratter pour toi, Clémentine, d'ailleurs. La première, c'est, et je suis d'accord avec ce que disait Ludovic tout à l'heure, c'est que l'IA est une accélération, mais je crois que je l'ai déjà dit, c'est redondant dans le sens où il n'y aura pas de révolution. L'unique point clé du sales, c'est d'avoir un moment de rencontre avec son interlocuteur. La sales tech, les events, les repas, le networking, c'est autant de brèches dans lesquelles effectivement on essaye d'aller pour créer ces instants de rencontre. Donc la question c'est de se poser, est-ce que tous ces outils vont faciliter ou pas ces instants de rencontre ? Il faut revenir parfois un peu sur du bon sens, du back to basic pour prendre les bonnes décisions pour ces organisations commerciales. Et je vous dis ça parce que nous, notre cœur de métier, c'est pas d'être des éditeurs de logiciels, mais c'est toute la journée, 50 fois par semaine, discuter avec des DIRCO et des sales sur comment ils sont organisés, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien dans leur boîte et qu'est-ce qui fait que ça se passe pas bien dans leur boîte. Première chose, c'est quand la sales stack était mal pensée. Deuxième chose, c'est choisir ces outils qu'à partir du moment où ils sont indispensables. Si effectivement c'est du must, c'est du nice to have, mieux vaut le mettre effectivement de côté. Est-ce que ça fait des doublons effectivement dans la saisie de data ou est-ce que la data elle se fait effectivement toute seule ? Est-ce que je fais partie des premiers à utiliser ces outils ? Je pense que c'est aujourd'hui le bon moment pour utiliser un outil comme Human Linker. Dans 3-4 ans, ils auront le temps de se réinventer d'ici là. Ça sera plus le bon moment parce qu'il y aura des biais effectivement cognitifs qui sont mis en place. On sera capable, humain, de se défendre et de savoir effectivement, comme aujourd'hui quand on voit des photos par IA, on sait maintenant que ça vient par IA et on sait quand on a été effectivement abordé par IA. Donc il faut moduler aussi derrière ces sujets-là et effectivement se concentrer, parce que tu parles du management, dans le coaching effectivement de ses collaborateurs. Parce que dernier point de ces éléments, c'est de toute façon, si on ne leur met pas à disposition aujourd'hui de ces outils de sales tech, et c'est intéressant parfois de laisser faire pour voir ce qui se passe, ils vont aller sur des outils SaaS en self-service pour aller tester des outils et utiliser les quelques crédits gratuits pour aller faire des retranscriptions de visio, pour aller faire son coaching sales, pour aller écrire effectivement ses emails. Donc de toute façon, vos équipes en auront besoin, à vous de prendre les bonnes décisions. Alors c'est bien effectivement de faire venir les collaborateurs sur les décisions dans une technique de vente, mais in fine, il faut aussi trancher. Nombre de fois, j'ai vu du churn dans les équipes commerciales, parce que en fait, à chaque fois qu'il fallait choisir un nouvel outil, ça faisait des débats internes qui étaient interminables. Donc revenir un peu à la dictature hiérarchique, parfois, ça fait pas de mal. Et je finis avec ma question pour la gratter, parce que le CRM comme LinkedIn est devenu maintenant une pierre angulaire pour les sales. Mais est-ce que pour toi, la question n'était pas prévue, tous ces outils sales tech viennent pas pourrir la boîte mail de LinkedIn qui était devenue ces dernières années pour nous commerciaux le saint graal pour entrer en contact directement avec les décisionnaires? Écoute, en fait, c'est une question de jugeote, Pierre-Michel. En fait, on est dans une ère multicanale et tu as des gens qui sont sensibles à l'email, tu as des gens qui sont sensibles à l'email, tu as des gens qui sont sensibles à ce qu'on les rappelle. Moi, je suis sensible à l'image, par exemple. Donc moi, un call sur mon 06, c'est pas possible. C'est rédhibitoire. C'est du démarchage. En plus, on en parle beaucoup en ce moment parce que ça va être interdit pour le B2C. Bref, voilà, c'est pas possible. En revanche, quelque chose de bien expliqué avec une image, si après ça on me recontacte, mais enfin on a tous un parcours client, tu vois, donc chacun le sien. Après ça, c'est ce que je te dis, ce qui fait la différence, c'est quand même la qualité humaine, et il faut une capacité critique, et c'est là-dessus qu'on doit coacher nos sales, quoi. C'est d'abord leur donner le bon contenu, qu'est-ce que tu vends, leur expliquer. Les boîtes américaines sont hyper bonnes là-dessus, j'en ai fait beaucoup, donc je peux parler. Tu as un pitch qui est standard. Tu es certifié dessus. On est certifié tous les ans. On est certifié sur le whiteboarding de notre solution, quoi. Donc tes sales, ils disent pas, ils n'ont pas une proposition de valeur qui est différente de celui qui est assis à côté de lui. Donc voilà, c'est quand même, tu vois, ça te met à l'abri de ce genre de dérapage. Et puis après, là, je pense que le sales full stack,
être aussi beaucoup plus impliqué que si tu as un SDR qui, lui, de toute façon, est payé sur le rebond, là, etc. Voilà. Où là, tu vas pas avoir la qualité nécessaire. On a parlé de bottom-up, de top-down, donc dans l'appropriation c'est clair, mais après au niveau des enjeux RH, est-ce que l'arrivée de la tech et de l'IA change quelque chose en termes de recrutement, développement, formation des soft skills, etc. Oh, tu peux y aller, hein, Pierre-Michel. Je me sens visé par la question. Oui, c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Bon, écoute, une fois que j'aurai répondu à la question, je file alors. Est-ce que ça change? Oui, parce que là encore, back to basic, c'est-à-dire que on a industrialisé les équipes sales depuis fin 2015, début 2016, où on a, avec le début de la Startup Nation, on a beaucoup repris sur ce qui se faisait aux US dans des périodes effectivement de forte croissance des entreprises. Donc aujourd'hui, alors recruter un bon sales, pour moi, il faut le faire sur trois prismes. Premier prisme, ça doit redevenir, parce que c'est un business full stack, un expert aussi technique de son offre de produits et services et de la technicité sur le marché. Tout à l'heure, Virginie disait, plus personne veut être en contact avec des commerciaux. Oui, pourtant, on voit bien qu'on close 3 fois plus un client qu'on a rencontré que lorsqu'on ne l'a pas rencontré, qu'il y a des très bonnes offres sur le marché qui ne se vendent pas du tout, à l'inverse, des très mauvaises offres qui se vendent très bien. La différence, c'est les équipes commerciales, et les sales sont le métier maintenant le plus pénurique à recruter depuis 2020, devant les profils IT, dev, etc. Donc, ça doit... Et pourquoi on ne voulait plus les rencontrer? Parce que ce n'étaient pas des experts techniques, parce qu'on se retrouvait avec des juniors qui faisaient du SDR, alors que le SDR, c'est celui qui représente l'image de marque de votre entreprise. Donc, finalement, ça doit être la personne la plus expérimentée qui doit faire le call, qui doit faire du call, qui doit faire les premières rencontres, parce que le sales, c'est le représentant du chef d'entreprise sur le terrain. Donc, première chose, il faut recruter des gens qui ont l'expertise technique, métier et sectoriel. Deuxième chose, il faut recruter des personnes qui ont des soft skills et qui aujourd'hui, nous on a fait pas mal de workshops en 2024 sur le sujet. Les soft skills aujourd'hui, c'est le goût de la chasse, goût de la conquête, goût de la résilience, volonté de se faire mal. Là encore, les générations qui ont commencé à bosser il y a 8-10 ans, ça leur paraît évident. Mais aujourd'hui, ces qualités-là ne sont plus du tout instinctives chez des sales qui ont commencé leur carrière il y a 4-5 ans, où il fallait chercher les budgets dans des cycles de vente où moi, mon objectif, c'était faire que du call. J'ai fait mon call, j'ai fait mes objos. Les AE, j'ai fait des démos, mon closing, que le client soit content ou pas. Le CSM, c'est bon, je l'ai onboardé, etc., etc. Et troisième point qui est très important aujourd'hui, tout à l'heure je disais changement de paradigme dans les méthodes de vente en de consultative selling en soft selling, qui est la capacité du sales à être dans le pathos, à comprendre les problématiques et à créer du lien, à être dans l'intuitu personnel. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. Quand aujourd'hui, la première question qu'on pose quand on entre en entretien, c'est combien de jours de télétravail il y a dans la boîte. C'est-à-dire combien de jours de télétravail je peux avoir et combien de jours je peux ne pas rencontrer mes collaborateurs, mes prospects ou mes clients. Ça paraît évident, effectivement, de le dire, mais je discutais, vous l'avez on a un podcast qui s'appelle We Are Sales, dans lequel on interviewe les Head of Sales et VP Sales de start-up, scale-up, grands comptes, avec, je crois que c'était Amplitude, si ma mémoire est bonne, le CRO d'Amplitude, qui me disait qu'il était obligé de mettre effectivement des bons cadeaux Amazon pour incentiver ses sales lorsqu'ils faisaient des rencontres physiques. Mais des sales qui étaient expérimentés. Non, mais ça vous paraît effectivement étonnant, mais vous demandez à vos équipes commerciales le nombre de fois, ou même mes équipes, ils sont tous là, donc je leur fais un coucou, ou quand je fais des visios en shadow avec eux, et que le client est à 15 minutes à pied et qu'ils disent « j'ai calé une visio », mais je leur ai dit « est-ce que tu as proposé de venir à leur bureau ?» Ils disent non, mais parce que ça ne leur vient pas à l'esprit. Donc, troisième critère effectivement de recrutement, c'est est-ce qu'ils sont coachables pour leur réapprendre effectivement cet intuitu personnel, et aussi coachable pour savoir utiliser
intelligemment les outils qui leur sont mis à disposition. Parce que les outils de sales tech qui vous sont présentés aujourd'hui, dont on connaît beaucoup, on va en découvrir effectivement certains, ils ont été sélectionnés et je peux vous dire qu'ils sont sacrément puissants et révolutionnaires. Mais ce sont des armes tellement puissantes que si elles sont bien utilisées, ça va vraiment faire scale votre business à minimum plus 20, plus 30%, j'en suis persuadé. Mais par contre, ça peut détruire votre réputation parce qu'en 3 clics, vous pouvez aller contacter tout LinkedIn avec des messages en tant que, si vous savez, etc., etc. Voilà ce que je pourrais dire. Et je pense on va essayer d'avancer un tout petit peu. Parce que je vois de toute façon, je vous laisse. Non, c'était ouais, mais toi, tu as terminé, tu peux y aller. Hein. Petite question, avec tous les outils IA, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça prenne le dessus sur la relation commerciale? Parce que tu viens d'en parler là aussi. Enfin, là, tu parlais plus de visio, mais fondamentalement, à 14 minutes, on ne va pas se déplacer. Et puis maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Enfin, comment est-ce qu'on reste sur la relation commerciale quand même? Mais l'IA, elle ne remplace pas du tout la relation commerciale. L'IA, elle te mâche le travail sur toutes les tâches chronophages, les comptes rendus, l'intégration du CRM. Alors, il y a quand même des choses sur lesquelles, moi j'ai pas mal de seniors dans mon équipe, pourquoi ils étaient bons? Parce qu'ils lisaient les rapports annuels des entreprises, on fait du compte clé, tu vois, donc ils regardaient quel était le plan stratégique, ils allaient voir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir répondre à un pain de la boîte, puis après ça, toutes les personnes qu'ils rencontraient, etc. Et ben ça là-dessus, ça te prenait 7 heures par personne, ça te prend 1 minute 30 aujourd'hui, parce que tu as, compte IQ, tu as une fiche signalétique sur la boîte avec comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, quels sont ses concurrents, quel est son avantage compétitif, que disent ses leaders sur LinkedIn. A priori, quand tu sais ne bouge plus. Quand tu sais ce qui réveille les dirigeants d'une entreprise, c'est peut-être plus facile après ça de leur parler de valeur en touchant au cœur, quoi. Donc, et ça disparaîtra pas, quoi. C'est pas parce qu'il y a de l'IA qui t'aide à mieux digérer beaucoup plus vite l'automatisation, à la personnaliser, etc. Enfin, la vente reste de l'intuitu personnel, ça j'en suis parfaitement convaincue. Et vraiment, notre objectif, c'est quand même en plus, c'est la mission, c'est vraiment la proposition de valeur de Sales Navigator, pour le coup, c'est de permettre d'avoir plus de conversations de qualité avec les bonnes personnes. Bon, ça revient au point de Virginie tout à l'heure sur le e-commerce B2B. Tout ne s'achètera pas de toute manière avec une carte bancaire. Et de toute manière, pour des paniers, je sais pas, 10, 20, 30, 50, 100 K, il faudra forcément parler avec des commerciaux, créer une relation de confiance. Les gens n'achèteront pas des robots de toute manière. Donc je pense qu'il y a encore de longues heures de rendez-vous commerciaux, d'appels d'offres, etc., qui ne seront pas forcément 100% générés. Peut-être pour clôturer, est-ce qu'on a le temps de prendre juste une question sur cette thématique de l'audience? Bonjour, Stéphane Vincent d'SCF Grand Paris. J'avais une question sur... vous êtes tous relativement jeunes. Qu'est-ce que vous faites? Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour que ça bouge dans les écoles? Parce qu'en fait, vous en sortez, pour certains, depuis pas si longtemps que ça. Vous voyez que finalement, les programmes qui sont proposés sont pratiquement les mêmes que ceux qu'il y a 15 ans. Alors, il y a eu un peu d'intégration, mais je voudrais savoir quel est votre pouvoir d'influence, justement, sur le monde de demain dans les écoles. Je peux prendre le point si vous voulez. Désolé. C'est justement le point que je voulais aborder tout à l'heure. Nous, on est partenaire de pas mal d'écoles aujourd'hui, donc des Eurydice, Iconoclast, etc., dans lesquelles on est intervenu pour parler aussi de notre vision du futur du rôle de sales. C'est vrai qu'il y a des écoles qui vont devoir se transformer de manière très radicale très prochainement, parce qu'il y a des choses qui sont enseignées qui sont déjà presque complètement dépassées. Et typiquement, beaucoup d'écoles n'apprennent pas à, je sais pas, comment on fait un déjeuner avec un client potentiel, comment on s'intéresse à lui, à sa personnalité, à ce qu'il fait dans la vie personnelle. Il y a beaucoup d'écoles qui forment juste à on fait du call-call. Et ça, c'est pas bon. Il y a malgré tout, nous, on a un gros partenariat avec Eurydice. Et pour le coup, eux, en tout cas, on trouve qu'ils font les choses de manière assez différente, où ils forment sur du médic, du spin selling, des choses beaucoup plus avancées, sur des gens qui sont relativement jeunes, mais à qui on va apprendre les vraies choses qui vont faire la différence dans les années futures, et pas juste passer un coup de fil à
à quelqu'un, alors que justement, comme le disait Pierre-Michel, et je suis assez d'accord, pour moi, la prospection comme ça, on l'a souvent fait faire par des juniors. Malgré tout, c'est le vrai visage de l'entreprise. Si l'expérience n'est pas bonne dès le début, c'est très très chaud. Donc je pense qu'il y a en effet un gros rôle à jouer pour les écoles, pour se transformer aussi. Et donc on a un rôle un peu de lobbying aussi auprès de ces écoles. Eurydice, Ouais. Subdev ou Ouais, autre mais sont- par rapport aux écoles de commerce plus traditionnelles. Ouais, c'est plus sur les programmes grande école des Alors, top 10 par exemple. Je pense que, moi j'en ai fait une, on parlait pas du tout de commerce, on allait surtout pas être commercial, c'était un peu dégradant, on allait faire du conseil ou du marketing. Donc point barre, voilà, je sais pas si les choses ont changé. J'espère que le fait d'être aux avant-gardes d'une révolution technologique, de proposer tout ce stack, de proposer aussi de la formation continue, et ça c'est quand même notre rôle en tant que leader, de les faire avancer, progresser dans leur carrière, et après ça d'avoir aussi toute la partie enablement humain, apprendre à poser des bonnes questions, des questions ouvertes, se renseigner, etc. Je pense que ça redore plutôt le blason de la fonction commerciale, et ça j'espère que le DCF l'a un petit peu à cœur. Voilà, nous en tant que LinkedIn, là où on a l'aspect le plus transformatif, c'est quand auprès des étudiants, en fait, aujourd'hui, ce qui permet de trouver du travail, c'est d'avoir du réseau, on le sait, dans 75% des cas. Et donc, on aide plutôt les étudiants à créer leur profil sur LinkedIn et on leur apprend quand même comment engager avec leur network. Donc, par où commencer, leur maître de stage, les petits boulots, qu'est-ce qu'ils doivent mettre, parce qu'ils n'ont pas d'expérience et pas de réseau en général dès le départ, quoi. Donc, voilà, c'est un peu là-dessus qu'on met l'emphase. Merci Clémentine. Bien, on arrive vraiment au bout, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir poser plein de questions pendant les périodes de petite networking qu'on aura après. En tout cas, je retiens pas mal de choses, un écosystème qui évolue, aussi qui permet d'avoir pas mal d'impact pour nos commerciaux et également les enjeux RH et au niveau de la performance de l'entreprise. On aura le temps de continuer les échanges, on aura également des démos, on aura pas mal de choses. Je vais peut-être rendre la parole à Virginie et puis je vous remercie en tout cas pour cette table ronde.